Simcha! Simcha! Ah bon, vous êtes à Paris et nous on est en plein dans la brousse en Géorgie, on fait des enregistrements. Ok. No protocol, no concert, because if not we lose a lot of time. Because it's better to use our time, the time we have, really to work. I would like to have some chance of... Yes, sir. Yes, sir. Yeah. No, call me boss. Yes, boss. How many strophes we need? Only one. One is enough. But you know when it will going to finish. Yes. You show him, please. And Yeah. I zaraz bym byli downtown. And attention, 4 times. Who is doing it? You. C'est lui qui a le tempo. Les premières musiques que j'ai entendues, c'était des musiques traditionnelles juives. La liturgie de rite polonais à la synagogue, ce qu'on appelle les chants paraliturgiques, c'est-à-dire les textes poétiques que l'on chantait le Shabbat, le vendredi soir, le Shabbat à midi ou les jours de fête à la maison. Mon père, d'ailleurs, comme amateur, était chazan. Et avant les grandes prières, non seulement il s'exerçait beaucoup à la maison, et je l'entendais chanter, mais aussi, mon frère et moi, nous étions un peu ceux qui lui donnaient une sorte de base harmonique, parce qu'il n'y avait pas d'instrument de musique, on n'a pas le droit d'utiliser des orgues ou quoi que ce soit les jours de fête dans les synagogues. Et alors on faisait des longues tenues sur lesquelles lui, il élaborait son chant, et puis de temps en temps, il nous donnait des petits coups de coude, et on changeait l'harmonie, sans savoir que ça s'appelait harmonie. Et bon, ça c'est... ce sont mes débuts de musicien, mais j'étais absolument inconscient, je trouvais ça absolument naturel, comme un enfant dans une communauté africaine qui fait de la musique. C'est ici que s'élevait la synagogue de la communauté juive de Düsseldorf. Elle a été victime des haines raciales. Et c'est pour honorer les morts qu'on a érigé cette pierre-là, die Stadtgemeinde Düsseldorf, la communauté urbaine de Düsseldorf, le 9 novembre. C'était la nuit de cristal, la nuit du 9 au 10.
personne ne croyait qu'une telle chose arriverait. Je pense que personne ne pensait à cela. Bon, j'étais tout petit, tout ce que je sais, c'était la peur. En allant à l'école, en retournant à l'école, en sortant dans la rue, en parlant à la maison, on parlait à voix basse, on ne disait pas Hitler, par exemple. Le nom ne se prononçait pas même dans les murs de l'appartement. On disait Harosh, ce qui est un mot hébreu et qui veut dire la tête. Tellement on avait peur. Und in der Kristallnacht hat man alles, was in dieser Wohnung war, durch die Fenster auf die Straße geschmissen. Okay. Und die Straßenbahn, das war in der Nacht, konnte den nächsten Tag nicht durchfahren. Okay, hat man dann einfach liegen gelassen, ne? Dort nicht nur hingelassen. Sondern verbrannt. Und da waren Nazis, die haben aufgepasst, man soll nicht kommen, um ein Kissen nehmen. Okay. Nichts, total nichts. Voilà. Ja. Darum wollten wir das. Okay. Avec mon frère, nous avons réussi à partir en Belgique. C'est-à-dire fuir l'Allemagne. Nous sommes arrivés en Belgique, chez une vague famille où on est resté quelques semaines, le temps que nos parents nous rejoignent, qui eux devaient passer la frontière illégalement. Et puis, on était relativement tranquille, si on peut dire, en Belgique, jusqu'en mai 1940, quand la guerre a éclaté. Le jour où les Allemands ont envahi la Belgique, on a fait une valise de pain, un grand saucisson, et on est allé à la gare d'Anvers. Et alors, les trains étaient bondés, on a grimpé dans un train. On avait pris des billets pour aller à Dunkerque. C'est-à-dire, Dunkerque, on est en France, on est tranquille. Puis arrivé à Dunkerque, il y avait un bombardement, tout le monde est descendu dans les sous-sols souterrains de la gare. Il y avait un monde fou, il fallait se tenir par la main de peur de se perdre. Et puis là-dessus, il y avait des haut-parleurs qui disaient il y a 2 bateaux qui partent pour l'Angleterre. Si vous voulez prendre ce bateau pour aller en Angleterre, c'est là ça se passe. Et ce train qui vient d'arriver d'Anvers, il continue vers le sud de la France. Les gens sont remontés dans ce train. Il y avait d'autres trains qui arrivaient de je ne sais où. Et ça, c'était un vendredi après-midi. Et on est donc remonté dans le train. Mon père a demandé à ma mère est-ce qu'on va en Angleterre ou on va en France? Elle a dit ah non, on allait déjà, la valise elle est dans le train qui va en France, on va en France. C'est comme ça que les choses se décidaient. C'était vraiment des coups de dés. Et on est resté dans ce train jusqu'au samedi d'après, c'est-à-dire 8 jours. Et nous, on est arrivé à une gare qui s'appelait Carbonne, dans la région de Toulouse. Et de là, on nous a amenés en bus dans un village qui s'appelait Montesquieu-en-Uestre. Un très joli village d'ailleurs, sur les bords de la Garonne. En arrivant à Montesquieu-Volvestre, il y a des gens qui se sont approchés de nous et qui ont touché le front des gens pour voir s'il n'y avait pas des cornes. En fait, ils n'avaient jamais vu de juifs. Ils avaient dû en voir sans savoir ce que c'était. Voilà la surprise qui nous a attendus là-bas. Nous sommes restés pendant plusieurs mois jusqu'à, je pense que c'était fin septembre ou début octobre, à ne rien faire. Et à ce moment-là, on est venu nous arrêter.
Alors, on nous a mis dans le train, tout paraissait bien, dans un train de voyageurs. Et puis après, ils ont fermé les wagons. Et là, on a commencé à être un peu anxieux. Et puis on a roulé pendant quelques heures jusqu'à ce qu'on soit arrivé ici, mais pas dans le camp, en plein champ, plein nulle part. Hein. Le train s'est arrêté, on nous a fait descendre. Et je me souviens parce que c'était très 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 haut. Et puis on séparait les hommes des femmes, qui fait que mon père et mon frère, qui avaient à l'époque déjà 14 ans, étaient dans un îlot. Et moi j'étais dans un autre îlot parce que j'avais 11 ans avec ma mère. Il n'y avait que de la caillasse hein, partout. Il n'y avait rien de tous ces arbustes qu'on voit maintenant, rien, que de la caillasse. Il les faisait ramasser la caillasse, redéployer la caillasse, rien, juste pour les occuper. Et on ne faisait rien. On est resté ici une dizaine de mois. Je pense d'octobre, novembre 40 jusqu'à ce qu'on soit échappé en juin 41. Comment vous avez fait pour vous échapper? Mon frère avait une pneumonie. Ils ont eu la bonté de le laisser être hospitalisé à Perpignan. Et mes parents ont reçu une permission de sortir du camp 2 fois par semaine pour aller le visiter. Et moi, entre-temps, j'ai eu l'idée, j'ai dit, s'ils sont déjà tous les 3 dehors, si on arrive à me faire sortir moi, on pourra tous s'échapper. Quand j'ai osé dire ça à mon père, parce qu'à l'époque, un enfant restait un enfant, même s'il était plus intelligent que les adultes, à cause des circonstances, il n'a pas apprécié du tout. Et pourtant ils ont fait le nécessaire a été fait, en ce sens qu'on a trouvé un passeur qui m'a fait passer moi, et on s'est retrouvé à la gare de Perpignan. Mes parents ont dit qui est-ce qu'on connaît dans ce pays. Ils connaissaient personne. Ils se sont souvenus qu'ils avaient l'adresse de la famille de Ellie. Comment est-ce qu'ils avaient l'adresse? Je ne sais pas. Moi Je non ne sais plus. pas. J'étais étonnée que vous êtes venus. Je n'ai jamais compris. Schwarzplan, j'étais trop petit. Un jour, je suis allée tout le temps avec la bicyclette. Je rencontre un des policiers ou de gendarmes. Il m'a dit, mademoiselle Ellie, je veux parler avec vous. Qu'est-ce qu'il y a? Les gens que vous avez dit qu'ils sont venus de Lyon, c'est pas vrai. On avait fait des recherches et nous savons maintenant qu'ils sont échappés du camp, je ne sais pas, là, c'est Riverside, et on va les retourner tout de suite. Alors mon père m'a dit, vite. Tu vas chez eux pour revenir que les parents doivent échapper tout de suite. Et toi, tu prends le petit garçon et tu l'amènes à Moissac. Heureusement que j'avais une bicyclette d'homme. Pas d'homme. Tu te souviens? Je ne sais pas si tu te souviens. Et tu étais devant moi. Oui, parce que... Oui, c'était heureusement. Autrement, je ne sais pas comment je pouvais le prendre. One of my mother's favorite subjects to talk about is you. No. It's wonderful that you can both be here today and that I could come and our new friends so that, we could share the story. Well, that's Mishpoche. We are the same family. I said, he's my little brother. I said I could really kiss him like my little brother. But really. I know. Really? And in chronology and in the age, but in the feeling, it was not so. No, it was And like she had some motherhood about me, because if she wouldn't be there this day... With those. C'est ici, d'ailleurs, j'ai appris le français. Parce qu'en arrivant à Moissac, je connaissais quelques mots, je bégayais. Et là, je suis arrivé, comme je l'ai dit, vendredi soir. Le samedi matin, on m'a fait mettre en rang, hop, à l'école. Et à l'école, je ne comprenais absolument rien de ce qui se disait. Puis au bout de 3 mois, j'étais intégré, je connaissais le français. Moissac nous a permis, à toi comme à moi, et à tous ceux qui étaient là, à avoir quelque chose qui ressemblait à une vie normale.
La vie en C'est équipe vrai, je avec suis d'accord. tous ces rituels remplaçaient la vie C'est familiale. vrai, Et je suis c'était d'accord. énorme. Je suis d'accord. Mais quand il y avait un problème mauvais, alors là, il fallait être sur le bon côté, hein, parce que sans ça, Oui, mais sinon tu prenais le train, tu sais, Oui, pour demain où, tu prends le pour train. où on n'est pas. Voilà. Oui. Non, mais ça, c'était. Ça. Si tu recommences ça, tu seras renvoyé. Voilà. Renvoyé où? Oui, mais ça, justement. Ça, c'était terrifiant. On est des grands-pères de 80 ans, là, des vieillards, enfin, entre guillemets, hein. Bon. Rien n'est changé. C'est une maladie d'enfant dont on ne guérit pas. C'est vrai. Et ce qui est intéressant, c'est ce que je dis souvent, c'est quand tu prends quelqu'un de notre génération, né dans ces pays-là, à ce moment-là, c'est les histoires individuelles, c'est thème et variation. Le thème, on le connaît. Les aventures individuelles, ce sont les variations. Mais grosso modo, c'est le même schéma. Mon anniversaire tombant le 16 août, ma mère, qui était ici, avait demandé à la directrice de la maison d'enfants de me permettre de venir voir mes parents. Je n'avais pas vu depuis pratiquement un an. Je suis donc venu. Et puis je devais repartir le 17 août. Et ma mère a dit, écoute, au mois d'août, c'est les vacances, il n'y a pas d'école. Je vais écrire à la directrice pour lui demander si tu peux rester jusqu'à la fin du mois. Alors j'ai une réponse en disant oui, pas de problème, je vais rester jusqu'à la fin du mois. Donc ça c'était donc la deuxième moitié du mois d'août, et c'est le 26 août qu'il y a eu des rafles partout en France, y compris ici. Et c'est là où on a arrêté ici tous les gens qui étaient, toutes les personnes qui étaient là. Et c'est là que mon père, qu'on était les premiers à être arrêtés, parce qu'il commençait ici, remonter vers le village. On nous a mis tout au dernier rang. Et il y avait une porte de sortie. Mon père avait fait mettre mes affaires de côté parce qu'il commençait par dire aux gendarmes, c'était les gendarmes de Pont de Beauvoisin qui étaient là. Il leur a dit, oui, nous, vous pouvez nous prendre, mais le petit, il n'est pas sur la liste, il n'habite pas ici. Alors ils ont dit, oui, mais on va se séparer de ses parents. Et mon père, à ce moment-là, a pris un petit sac à dos, il a mis mes affaires, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Il m'a donné de l'argent, il m'a dit, tu vas te cacher, le matin, tu vas aller à l'hôtel Bellevue, près de la gare, où il y avait un ami à eux, dont je ne me souviens pas le nom, il y a longtemps quand même, et tu prendras le train pour aller dans un autre camp d'éclaireurs où mon frère, qui avait 3 ans de plus que moi, était dans la Creuse. Voilà. Et c'est comme ça que, quand ils sont arrêtés le prochain arrêt pour arrêter d'autres gens, mon père a ouvert la porte derrière et m'a jeté dehors. Et je suis allé me planquer dans la forêt, par là-bas. Et puis le lendemain matin, j'ai grimpé jusqu'à l'hôtel Bellevue, qui était encore un hôtel à l'époque. Et puis après, j'ai été prendre le train pour essayer de retourner dans la Creuse où était mon frère. Oy heilig jedes Wort, glücklich werdet hot, ich wünschen dich viel lieb. Mamele, oy Mamele, mit Liebschaft will ich rufen dir, Mamele. Mes parents ont été déportés pendant les grandes rafles de 1942, d'août 1942, d'un village absolument exquis qui s'appelle Aiguebelette-le-Lac, en Savoie. Et sont partis, je ne savais pas où, et bien plus tard, par le ministère des Anciens Combattants, j'ai su qu'ils avaient été envoyés à Auschwitz et ils ne sont pas revenus. Comme tant d'autres gens.
wie Schnee, wo's fall. En 1944, j'ai su qu'il y avait des jeunes juifs qui arrivaient à quitter la France en passant en Espagne par les Pyrénées à pied. Et j'ai décidé que j'essaierais de partir en Palestine. À l'époque, c'était la Palestine. Je savais que c'était le vœu de mes parents. On a fait une petite marche à pied dans les Pyrénées qui a duré 3 jours. Et puis, quand nous sommes arrivés à Andorre, où il y avait plusieurs groupuscules, puisqu'on passait en Espagne par petits groupes, 10, 15, pour pas éveiller trop de soupçons, etc. Il y avait là quelqu'un qui était arrivé dans un groupe précédent qui s'appelait Henri. La seule chose qu'il avait avec lui, parce qu'au fur et à mesure, on jetait les affaires quand on marchait, ça devenait lourd. Alors, bon, la plupart d'entre nous arrivaient avec rien. Et cet Henri-là, il avait tout jeté, mais il avait à la main un violon, une boîte avec un violon. Et Henri, violon, jouait du violon. Et dans l'hôtel, où on était un petit hôtel à Andorre, il en jouait. Et moi, je venais dans sa chambre, m'asseyais par terre, j'écoutais ça. J'étais admiratif, quelqu'un qui jouait du violon, qui jouait bien du violon. C'était pour moi ein Mirakel, j'avais jamais vu. Familiennamen, versteckter Name war nicht Violon. Ne, Stoßum, ne? Nein, der falsche Name. Ja, mein falscher Name war Jacques Henri. Waren viele Leute, wie ich das Man nannte mich, ja. man nannte mich Henri Violon, und weil ich immer Geige gespielt habe. Ja. Mein Großvater, das war ein sehr musikalischer Mann, und der fuhr jedes Jahr nach Radoms, und er war ein Chassid. Von dem Radomer. Radomsker. Ja, der Rebbe von Radom, ja, bestimmt. Und Hab ich dir gesagt, jetzt zum Beispiel Radom. mein Großvater, der konnte auf dem Schofar alles spielen. Ja. Auf dem Waldi. Auf der Schofar. Unglaublich. Das hat er alles gemacht mit seiner Embouchure, mit seinen Lippen. Ja. Er war ein ganz berühmter Schofarblaser vor den Tekiot, Schwarim, Terwot, Tekia Gedora und so weiter. Hat er euch getun im Kittel und hat umgetun die Hittel und geschickt nach die Fiedler, die zwei. Nach die Fiedel, dicke Fiedel, oben Fiedel, dicke Fiedel, oben Fiedel, dicke Fiedel, oben See. Nach die Fiedel, dicke Fiedel, oben Fiedel, dicke Fiedel, oben Fiedel, dicke Fiedel, oben See. Ja. Ich bin ein Einickel. Von dem Rebbe Melech. Siebte Generation. Kol HaKavod. Und meine Mutter ist in Legenz geboren, in dem Haus vom Rebbe Elimelech. Et de là, nous sommes passés en Espagne, en autobus, le plus normalement possible. Et là, au bout de 3 mois, à Cadix, nous avons embarqué pour Haïfa sur un vieux rafio absolument incroyable. Ich gedenk, wie du pflegst mir beruhigen, a Kind von 3 Jahr bloß, ich darf dich sehen. Wie du pflegst mir sessen damals auf dein Schoß, mit a Kusch hast gewischt jeden Tränen. Wie weiß dein Kopf, wie Schnee wo's fällt. Oi Gott, wie es tut, bang wirst du, wär's groi und all. Oi Mamele,
Mamele. Sei gebencht von Gott, From Fredarom, Mossad Yakir. Ouf! Eh bien, alors qu'est-ce que tu as dit que là... Mossad Yakir, Hadera, P, boîte postale 50, Palestine. Et là, l'écriture, tu dis, c'est là où tu as dit que l'écriture était bonne? Ben oui, Mossad Yakir, j'avais 15 ans, c'était avant la guerre. Voilà, tout s'explique. Bon monsieur. Moi, j'étais dans un village d'enfants. Dans ce village d'enfants, évidemment, il n'y avait pas de cours de musique, il n'y avait personne qui enseignait la musique. Et j'ai appris que dans un autre village d'enfants, il y avait un professeur de violon. Je suis donc allé dans ce village pour faire connaissance avec ce professeur, pour lui demander « Est-ce que vous accepteriez, si je demande à être transféré dans votre village, est-ce que vous seriez prêt à me donner des cours ?» Il m'a dit « Oui, à condition que tu aies un violon. » Parce qu'évidemment, je n'avais pas de violon. Je suis retourné dans mon village et j'ai dit « Je veux qu'on me transfère dans cet autre village. » On m'a dit non. Alors j'ai fait une grève de la faim très légère, enfin une pseudo-grève de la faim, et on m'a transféré dans cet autre village. Et j'ai demandé qu'il me libère pendant quelques jours de mes obligations au village pour que je puisse travailler comme maçon dans le village à côté et qu'avec l'argent que je gagnerais comme aide-maçon, je prendrais le bus pour aller à Tel Aviv et louer un violon. Et j'étais pas mal organisé, je savais où à Tel Aviv on pouvait louer un violon. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé mes études de musique qui sont très vite terminées 2 ans après, même pas 1 an et demi après, quand l'État d'Israël est devenu indépendant, a commencé à exister et j'ai été faire la guerre comme soldat. J'ai été blessé à la guerre à la main droite. Mais j'ai fait le corps, parce que le corps est le seul et unique instrument qu'on joue de la main gauche. Mais je voulais être musicien. Ça, c'était sûr. Et j'ai eu de la chance, parce que des violonistes, il y en a beaucoup, des cornistes surtout à l'époque, il y en avait très très peu. Ce qui fait que, au bout de 2 ans, il y avait des concerts à Engev, sur le lac de Tibériade, à un festival, et on avait besoin d'un corps, pas d'un soliste, hein, mais d'un corps pour jouer la partie d'orchestre. Et j'ai été engagé. Bon, c'était un petit truc, quoi. Puis après, 2 ans après, je suis parti au conservatoire à Paris pour étudier. Ça, c'est la sonate pour corps et piano de Beethoven, opus 17, que j'ai enregistré à Jérusalem. Ça devait être en 1962, si ma mémoire ne m'abuse. Genève, le 30 septembre 56. Mon vieux et cher Martin, je ne sais pas par où commencer. C'est incroyable, il faudrait des journées de 48 heures, et encore. Cet après-midi, j'écouterai les résultats de l'enregistrement. Le directeur m'a dit hier que c'était très très bien et que j'avais beaucoup de présence, fait rare dans un disque. Je pense partir d'ici lundi ou mardi, je vous écrirai aux étapes. Mon vieux et cher Martin, tu sais que j'étais allé à Munich pour le concours international. J'ai obtenu un diplôme, la 5e place, et j'ai dû rester pour la distribution des prix qui était le 17. Paris, le 19 septembre 58.
on m'a proposé une place de corps solo à l'orchestre de la radio israélienne. Mais je n'ai pas encore répondu ni oui ni non. J'accepterai peut-être. Dans ce cas, je quitterai la France cet été ou au début de l'automne. כמה שנים לא התראינו? נו, נראה אתה עם הזיכרון הטוב. אני עם זיכרון טוב זה דבר... שלום לך. היינו בירושלים או משהו כזה. זהו, לפני כן התראינו. גינה. עכשיו, היות אנחנו באיחוד, הגענו אפשר להגיד היום שבכל החבורה היית אמפן טריבל. כן. כי המשמעת הזאת של התזמורת, הקפדה, ושם או שזינגר, או שפרוידנטל, או שמי שהיו. אני לא זוכר, אתה באת כשהיה כבר פרוידנטל, או שהוא... זה היה תקופה שהוא בא, הוא היה כבר קצת, הוא חזר, אבל אני חושב שלא היה קבע. כן. זה היה בתקופה שאני באתי. ואיתו לא הסתדר. לא, למה לא הסתדרתי איתו? זה היה בגלל סיבה פשוטה, אני אזכיר לך. כן. הוא היה יהודי מגרמניה, שברח לשוודיה. שבמשך המלחמה היה בשוודיה. כן. ישב שם בשלום. כן. טוב מאוד. אני הייתי ילד שברח מאירופה, מגרמניה, למד לנגן כלי, הפך למוזיקאי, ואמר, אני רוצה לחיות בארץ ולשם לעבוד במקצוע שלי. ואני בא לתזמורת, ובא אליי אדם שהאופי שלו של קצין פלדווייבל גרמני, אתה יודע, ומתחיל לדבר בצורה אוטוריטרית ביותר, ובגרמנית, וזה היה דבר נורא. was machen Sie dort? אתה לא זוכר את זה? בטח שאני זוכר. אני זוכר את העניין המפורסם עם הטים טום 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 טום. הוא אומר, was tun Sie dort? כן. אז אני אומר, schleife meinen Bleistift. אז הוא אומר, Sie sollen mir nicht antworten. אז אני אמרתי, Sie sollen mich nicht fragen. אז הוא התרגז. הדבר הזה שגירש את פרוידנטל, כי הוא לא חזר יותר. יום אחד, אני לא זוכר בדיוק בשביל מה, הוא ירד מהפולט ואמר, oder er oder ich. J'avais une amie qui s'appelle Nelly Benor, et qui m'a dit, tu sais, les problèmes relationnels que tu as avec ton chef d'orchestre et tout ça, vient peut-être de ton passé, puis ce serait peut-être bien que tu fasses quelque chose. J'ai dit, faire quoi? Elle me dit, te soigner. Comment on se soigne? Faire une psychothérapie. Elle en a parlé aux médecins avec lesquels elle faisait son analyse, et il m'a pris 3 fois par semaine. Et là-dessus est venue cette proposition de partir en Afrique. Il me dit, voilà, on voudrait que vous partiez pour 1 an en Afrique, parce que le président d'ACO, de la République centrafricaine, qui était venu ici, a vu une fanfare de jeunes à Haïfa, il a dit, c'est ça que je veux. Bon, vous jouez du corps, donc vous savez ce que c'est qu'une fanfare, vous êtes francophone, c'est un pays francophone, ben vous êtes tous désignés pour y aller, on vous garde vos droits, etc., la sécurité sociale et le reste. Et j'ai dit, mais quand est-ce qu'il faut y aller? Elle me dit, mais c'est tout de suite. Je dis, quand est-ce que je dois vous donner une réponse? Elle me dit, mais c'est tout de suite. Je dis, vous laissez quand même un petit temps de réflexion. Et pourquoi j'ai besoin de ce temps de réflexion? Je voulais demander son avis au docteur Schlossberger. Bref, le lendemain matin, en arrivant à ma séance d'analyse, je dis au docteur Schlossberger, je dois vous parler, voilà ce qu'on me propose. Et je me demande le fait que je n'ai pas dit non, c'est pour me sauver, pour échapper à l'analyse et pour avoir un bon prétexte pour échapper à l'analyse. Il m'a regardé, il a dit, mais toi, ton désir, c'est quoi? Tu veux y aller? Parce qu'en hébreu, on se tutoie, il n'y a pas de vous. Je lui ai dit, oui. Il m'a dit, mais vas-y.
Et j'ai trouvé ça formidable. Et en fait, ça a changé toute ma vie. Et il m'a dit, ben, donne-moi de tes nouvelles, de d'Afrique. Mais quand tu viens en vacances, il faut que tu viennes me voir, me visiter, pas comme un patient. Et je suis arrivé 1 an et demi après, et je suis venu le Shabbat après-midi, et il y avait une table mise avec des gâteaux, des boissons, etc. Et puis j'ai raconté, et un peu je suis devenu comme son fils. Et ça à plusieurs reprises. Et je pense que lui aussi, pour lui, c'était en fait j'étais un succès pour lui. Enfin, il avait cette voilà. C'était l'homme qui m'avait permis de me réaliser. Et il en était le premier conscient. Bangui, le 2 décembre 1963. Bien cher Martin et Irène, juste ce petit mot pour vous dire que je suis encore vivant, que le voyage s'est très bien passé, que j'ai été très gentiment accueilli et intégré par la colonie israélienne d'ici, et que j'ai vu et entendu depuis 48 heures tant de choses extraordinaires qu'il est impossible pour le moment de rien comprendre encore. J'habite un hôtel magnifique. Il fallait venir en Afrique pour y avoir droit. Et le moral est bon. Il n'y a pas de chef d'orchestre. Alors pour un musicien d'orchestre, je dis, mais comment ils font pour être ensemble? Ils chantent des musiques où, quand tu t'approches des chanteurs, tu entends autant de voix différentes qu'il y a de chanteurs. Ce qui est inconcevable, ce qui n'est pas logique non plus. C'était fabuleux, parce que, en fait, et ça me remettait dans la préhistoire, parce que j'entendais des choses, c'était une musique en même temps complexe et archaïque. Ça faisait penser tout de suite aux polyphonies du Moyen-Âge et à la musique de Bartók. Bon. Et puis, il y avait les hommes, les gens, qui sont extrêmement gentils. Voilà, c'est ça. Et qui ont extrêmement gentils, très, très doux. Mais je crois que c'est ça qui t'a beaucoup touché aussi, les personnes, je pense, pas uniquement la musique, mais aussi les personnes.
Et le plus étrange était que moi qui venais de débarquer d'une culture complètement différente, eux qui étaient là, les premiers habitants de l'Afrique, on riait des mêmes choses. Beaucoup, comme ça. Pas plus. Dis Tomaso. Arabiani, Arabia. J'ai eu droit à une audience chez le président Dako, avec l'ambassadeur d'Israël, évidemment, et au cours de laquelle je lui ai dit, Monsieur le Président, ce que je vois ici, c'est que vous avez des musiques tout à fait extraordinaires et qu'il faudrait quand même penser à les recueillir pour pouvoir les conserver, parce que dans le monde moderne et les changements qui découlent du mode de vie, même chez vous, d'ici quelques années, ces musiques risquent de disparaître. Et c'est ce jour-là qu'il a eu une parole qui, pour moi, est restée historique. Il m'a dit tel quel, c'est quelqu'un comme vous que j'attendais. Et moi, j'ai répondu, je cite, Monsieur le Président, me voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Et alors, il m'a dit, je vais faire mettre à votre disposition un Agra, un appareil d'enregistrement de la radio, c'était le meilleur à l'époque, la Rolls des appareils d'enregistrement, et une 2 chevaux, une fourgonnette 2 chevaux, pour que vous puissiez circuler en brousse. Alors, les 2 chevaux avaient de grands avantages, il n'y a pas de route, il n'y a que des pistes, ça passait partout, une 2 chevaux, c'était formidable. Et moi, j'ai répondu, je cite, Monsieur le Président, vous me comblez. Et c'est effectivement ce que j'ai ressenti. Voilà, Ongbana. C'est papa. Ok. Dole. Dole. Ouais, que non. C'est pas entendu. Ah. Vivamo appena Bangatiso. Kuating Mang Mani. La barbe. La barbe. Kuating Mang Bama. Panganannya.
Lui, Dolé, quand je suis venu en 1971 ici, c'était un des premiers avec qui j'ai travaillé. Moma Tenembi. Et il connaissait tout, toutes les voix de tous les chants, tous les instruments, tout. Et c'est vraiment une encyclopédie musicale des Haka. Alors, de fil en aiguille, j'ai réussi à créer un musée des arts et traditions populaires dans lequel la musique avait une place très importante, et la musique sous forme d'enregistrement, et la musique sous la forme des instruments qui la font. C'était la plus belle époque de ma vie, du point de vue de la créativité. Ah ouais, c'est sûr. Et pour Geneviève, pareil. C'était ça, c'était, en fait, je crois que... Ouais. D'avoir une idée, de n'avoir rien matériellement, et à partir de l'idée de créer quelque chose. Alors c'est moi qui vous fais visiter le musée, oui, finalement. Oui, mais pourquoi pas, en tant que fondateur. Aussi. Regarde la netteté de cette photo. Ça, c'est une photo à voir, ça. Là, c'est le bouclier. Pas mal le Rolleiflex, hein, ça faisait de belles photos. Ah, ça, c'est les tambours. C'est ce qu'on appelait les tambours téléphones. Téléphone, voilà. Ça, c'est les tambours voilà, avec lesquels on communication. transmet des messages. Mais ça, j'ai des enregistrements de ça. Quand on l'a acheté, il fallait trouver Mais il fallait trouver un camion qui passe, qui accepte de le prendre pour l'amener à Bangui. Je sais pas, on a attendu 2 ou 3 jours pour trouver quelqu'un qui le ferait. Ça pèse... Oui, ça pèse, oui. Ah ben voilà, ça c'est l'écriture de Geneviève. Tiens, on est tombé sur le lenga. Tu vois? Tambour de bois, regarde. Tu as les mesures, la hauteur. Constitué avec la mère lenga, 66-65, et les 2 enfants, 66-61, une batterie de lenga, à ne pas séparer. Tu vois? Quand même, on faisait du bon boulot. Voilà, et là, tu as une description de l'objet. Et il y a un enregistrement bandambré, c'est-à-dire que tu as l'enregistrement qui correspond et qui a été fait sur les instruments avant qu'ils aient été acquis pour le musée. C'est un sacré boulot qu'on a fait. On avait travaillé chez les Banda, chez les Gbaya, chez les Mbaka, chez les Nzakara, chez les Pygmées, évidemment. Donc, nous avions vraiment une représentativité du patrimoine. Nous choisissions des régions que nous avions étudiées au préalable, où nous avions quelques contacts avec un instituteur ou quelque chose comme ça, ou un missionnaire, ou je ne sais pas qui. Et puis, nous partions sur une piste. Nous nous arrêtions dans les villages pour faire ce que les Africains appellent porter la parole. On leur expliquait que nous étions chargés par le gouvernement de faire la maison des ancêtres et que dans cette maison des ancêtres, il y aurait des objets de tous les jours, des instruments de musique, des vêtements pour la danse, pour tout. On a appris en faisant venir de l'UNESCO des livres qu'ils avaient publiés sur la muséographie, et on regardait dans les livres, on se dit voilà comment il faut faire, voilà comment on catalogue, voilà comment on numérote, voilà on fait passer les objets au xylophène pour qu'ils ne soient pas bouffés par les termites, tout. Et la manière dont c'était présenté permettait à tout un chacun, de quelque origine qu'il soit, de retrouver ses marques.
Et naturellement, c'était pour eux une découverte et une valorisation extraordinaire, parce que ça, c'était le but du musée, primordialement. Dans le tressage d'un panier, d'une hotte, dans le façonnage par un forgeron d'un couteau de jet, c'est du grand art. C'est du grand art. Donc, quand un banda voyait un objet banda, quand une dame voyait un instrument de musique dont elle se servait pour endormir ses enfants, eh ben, tout ça, c'était des rencontres valorisantes. Nous avons fait une photo avec les guides de notre musée. Donc, ils étaient d'ethnies différentes, de manière à pouvoir parler aux gens dans leur langue, naturellement. Quand j'avais un problème, je demandais audience au président Dako, qui était à l'époque, et après le coup d'État de Bokassa, une semaine après, j'étais au camp de Roux pour demander une audience, pour lui dire, j'ai commencé à faire un musée, vous voulez que je continue ou ça vous intéresse pas? Et il m'a dit, mon cher Arom, vous faites là une œuvre sacrée. Français, je suis venu aujourd'hui vous parler de l'ancien gouvernement et vous expliquer les motifs qui m'ont conduit à prendre les pouvoirs. Pouvoir pour sauver la nation centrafricaine tout entière. J'ai été reçu, tous les ministres étaient là et chacun avait à sa ceinture d'un côté un revolver et de l'autre 2 grenades. C'était très impressionnant. Il y avait un lit de camp dans une partie de la pièce, je prenais un peu pour Napoléon. Hein. Je doute que ce soit là. Ah. Autorisons à étudier, enregistrer, photographier, filmer tous les objets, toutes les personnes, toutes les vues de son choix. C'est dément. Et c'est surtout ça qui est important. On te promène avec ça en poche, chaque fois que tu te fais arrêter quelque part, il y a un barrage, il y a un machin, tu remontes ça. Vous connaissez ça? À chaque fois que je publiais quelque chose, un article, les articles, ça, c'était pas son truc. Mais les disques de musique traditionnelle, j'en ai publié, je crois, 25 ou 26. Quand je venais, je demandais une audience pour lui remettre le disque en main propre. Il me recevait, il aimait beaucoup ça. Et c'était un moyen aussi de maintenir le contact et de lui dire « on fait quelque chose pour vous ». Vous savez, un jour, il a voulu décider de me faire ministre de la Culture. C'était en présence de tout son gouvernement, c'était pas commode. Vous n'avez pas été tenté? J'étais surtout tenté de sortir vivant de ça. Parce que ça va dans les deux sens. Aujourd'hui, vous êtes nommé ministre, 3 jours après, vous êtes jeté dans l'eau Bangui au crocodile. Alors, il fallait faire attention. Il fallait surtout arriver à sortir de cela sans l'offenser et en lui faisant comprendre que ce n'était pas une bonne idée. Il l'avait lancé devant. Il y avait 26 ministres africains, il m'a sorti ça, je voyais la tête des autres, il devenait gris. Alors je lui ai dit, Monsieur le Président, je ne suis pas un homme politique, je ne peux pas être ministre, mais de toute façon, vous savez que dans tous les pays où je vais, où je suis invité, dans les universités, et avec les disques que je fais, je suis l'ambassadeur de la musique centrafricaine. Il m'a dit, vous avez raison, et j'ai vu dans son regard qu'il avait pigé. On n'en a plus jamais parlé. En accordant son instrument, Massimo Cobo cherche à obtenir un ton relativement élevé, car, dit-il, avec les sons bas, la voix d'Umbela ne chante pas bien. La voix d'Umbela, c'est la série des harmoniques et des partiels que la bouche amplifie. Ubeli sindi mayikumbu magbondo bu nganjiga brewa hu magbondo bu dengbe bu brewa hu yo malihiri wa hu ge mupeli sindi mayikumbu
Iye vuli vuli ngulu pazoke manga hai. Inaye seske ndumba bandi ba ibumbo kronga gogoy. Yo. Je voulais savoir pourquoi le titre arc musical Mbaka. C'est un arc. Ça s'appelle un arc musical. Mbaka, parce qu'il vient de chez les Mbaka. Et alors, pourquoi j'avais besoin de préciser Mbaka? Parce que peut-être chez les bandas, il y a un arc musical, mais il est différent. On ne joue pas le mbela n'importe comment. Nous sommes d'accord. Et on n'a pas le droit de le jouer au village. Alors, si vous avez vu jouer le mbela au village, c'était quelqu'un qui faisait une transgression. Mais prenons le cas maintenant. Dans les spectacles, on fait venir ceux qui jouent à cet instrument-là. Mais est-ce que ça n'a pas d'effet sur ceux qui font ce spectacle-là? C'est ça. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que c'est une transgression. Vous voulez dire, si ça n'a pas d'effet sur les musiciens qui le font, ils prennent le risque. Hein. Ça, c'est ce qui arrive, évidemment, quand on prend une musique traditionnelle et on la fait entrer dans le domaine des arts, dans le domaine de l'esthétique, et qu'on la décontextualise. Je vais vous donner une petite anecdote. Lorsque quelqu'un meurt, il y a un chant qui, en lui-même, constitue une catégorie, parce qu'il est seul. Le titre du chant, c'est « Koli ». Je leur ai dit, mais « Koli », je ne l'ai jamais entendu. Et là, on m'a dit, c'est ça pour vous, mademoiselle, « Koli », on ne peut pas le chanter comme ça. On ne peut le chanter que lorsqu'il y a un décès, que lorsqu'il y a un mort. Alors, je n'ai plus insisté. Puis je continuais mon travail, et je revenais une année après l'autre. Et alors, on travaille sur toutes sortes de choses, et puis je dis, vous savez, Koli, je ne l'ai toujours pas entendu. Et là, ils ont dit, on va te le chanter. Et ils me le chantaient hors contexte. Et pendant qu'ils chantaient, ils avaient tous des larmes qui coulaient. Voilà la réponse. On transgresse ou on ne transgresse pas. Là, hein? Ah, vous êtes là, bon. Je suis là. Bon, lui, il fait que ça. Oui. Tout le temps. Tout le temps. Il ne varie pas. Non, ça ne varie. Ça, c'est le premier rythme. Le premier rythme varie ou ne varie pas? Non, pour lui, c'est ça. Il ne varie pas. Le deuxième rythme. Libre. Comment trois tambours jouent ensemble des rythmes différents et arrivent à jamais s'empêtrer là-dedans? Comment un orchestre de 18 trompes où chacun joue autre chose, comment ils arrivent à s'entendre sans chef d'orchestre? Comment 40 pygmées chantent ensemble, chacun chante autre chose et ils savent quand même où ils en sont et c'est toujours cohérent. Et là, je me suis dit, c'est ça qui m'intéresse. Alors je me suis attaqué, j'ai commencé à réfléchir. Là, j'ai réfléchi, je me dis, si ces musiciens jouent ensemble et que c'est cohérent, c'est que quand ils jouent tout seuls, ça doit être cohérent aussi. Ça paraît tomber sous le sens. Bon, si j'arrive à les enregistrer chacun seul, et ensuite à trouver la modalité de les combiner avec les autres parties, j'aurai donc la combinaison des différentes parties. Si j'ai la combinaison des différentes parties, tout en ayant la partie de chacun séparément, je peux transcrire et faire une partition. C'est-à-dire, au lieu de mixer, je vais démixer. Alors, j'ai bricolé un système avec 2 magnétophones portatifs,
quelques casques, des micros. Le principe était d'enregistrer une pièce normalement, de réembobiner la bande, de dire au musicien « tu vas entendre ce que j'ai enregistré à travers un casque ». Et tu rejoueras ta partie avec des variations comme tu le veux. Voilà, merci. Ah ouais. Voilà, Goza, Dichetto, hein. Bon, voilà. Le premier musicien, il entend le tout dans son casque et rejoue sa partie en écoutant en casque le tout. Le deuxième musicien, il écoute le premier et il se cale sur le premier comme il le fait dans la réalité. Le troisième se cale sur le deuxième comme dans la réalité. À ce moment-là, j'ai sur des pistes stéréo, j'ai toujours sur une piste chaque instrument séparé. Sur les deux pistes, la combinatoire entre le premier et le deuxième. Et ici, la combinatoire entre le deuxième et le troisième. Ça veut dire que j'ai tout ce qu'il me faut. Il me manque une chose, c'est le régulateur du temps. Il me manque le métronome. Je transcris. Alors ça, c'est très amusant. Ça se fait avec du papier à musique et je coupe des courroies comme ça, très longues. Chaque instrument, ça fait une portée. Et alors, je transcris ma première partie. Ensuite, je transcris ma deuxième partie sans me préoccuper du tout de la première. Je la transcris uniquement par rapport à cette battue, à cette pulsation qui m'a été donnée. Je la calibre. Et après, je fais la même chose avec la troisième. Quand j'ai fait ça, je prends mon enregistrement du premier et du deuxième. Je les entends tous les deux ensemble et je commence à faire coulisser mon deuxième tambour sous le premier jusqu'au moment où ce que je vois et ce que j'entends vont coïncider. J'étais très fier en revenant d'Afrique avec mes premiers enregistrements en re-recording. C'est ça, voilà. Alors, je t'ai fait entendre ça et tu m'as dit « Mais enfin, Simcha, tu ne vas pas me dire que personne n'y a pensé avant toi. Oui. » J'ai dit « Si, je suis bien obligé de te dire que personne n'y a pensé avant, apparemment. Oui, ça paraissait tellement évident. » Voilà. Et alors là, tu m'as dit « Mais c'est l'œuvre de Colomb. » Et là, je t'ai répondu « C'est mieux que l'œuvre de Colomb, je n'ai pas cassé l'œuf. » Voilà la structure d'un chant pygmée. Une fois qu'on a fait la transcription, on peut voir de manière globale comment c'est organisé. Et ce qu'on ne peut pas faire sans la transcription. Donc là, c'est le nombre de temps, c'est les périodes. Voilà, le cycle du chant qui fait 36 petites unités, qui est repris ici. Et ça montre les différents cas de figure, les différentes façons de structurer des chants. C'est un peu comme le plan d'une maison pour un architecte. Ça, c'est la partition d'une pièce pour orchestre de trompe des Banda Linda. Alors, chaque ligne correspond à ce que joue un instrument. En l'occurrence, là, on a 17 instruments. Et plus une paire de grelots qui donnent le temps, un peu comme un métronome pour maintenir la totalité de l'ensemble. Et on voit que dans chaque ligne, même si on ne sait pas lire la musique, les dessins ne sont pas les mêmes. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux instruments qui jouent la même chose. Rythmiquement, c'est compliqué, hein. Si je combine les deux, par exemple, celui-là et celui-là, ou celui-là ou celui-là, qui sont censés jouer la même chose, c'est-à-dire qui ont le même modèle, qui ont la même référence mentale en tête quand ils jouent, mais qui la réalisent autrement. Alors on obtient ça. Il ne peut pas chanter quand ils chantent en même temps, mais à peu près. Trio, tom, ti, tom, trio, tom, tio, tom, tom, tiom, tom, ti, tom, pam, pam, pipam, pipam, pam, pam, pipam, piam. Voilà. Et voilà.
Quand tu mets au jour un système musical dont en Occident personne n'a jamais entendu parler, c'est plus que de mettre au jour un manuscrit de Monteverdi que l'on ne connaissait pas, alors qu'on en connaît 135 et il y en aura 136. Là, on découvre des musiques, on découvre des procédés musicaux, on découvre des techniques musicales que l'Occident a totalement ignorées. Et c'est aussi la raison pour laquelle des compositeurs, et pas des moindres d'aujourd'hui, sont intéressés à ce que nous faisons, nous, ethnomusicologues. Ça, c'est une page extraite, une esquisse du concerto pour violon et orchestre de Ligeti. Ce qu'on voit là, les petites croix rouges, les petits X, ça correspondent chacun à une formule rythmique africaine qui se reproduit et qui lui sert de base, qui lui sert de cadre métrique à tout ce qui se passe là-dedans, qui est un petit peu compliqué. Oui, là on entend bien, il y a dans chaque main, il y a une structure rythmique. Ti-di-di, ti-di-di, ti-ti, ti-di-di, ti-di. 3, 1, 1, 3, 2, et puis il recommence. Alors il met des silences entre les cellules, oui. Et l'autre main utilise des petits groupements aussi de 1, 2 ou 3, mais dans un autre groupement. Mais là, la périodicité n'est pas la même. Donc les mains se décalent tout le temps. Et puis on recommence. Je crois me souvenir, il a découvert ses travaux et la musique des bandalindas et des pygmées, qui a justifié en quelque sorte son travail dans cette direction polyrythmique. Fait qui l'ont inspiré beaucoup, qui l'ont stimulé à composer une musique avec beaucoup de couches polyrythmiques, et qui lui ont donné des outils techniques qu'on retrouve très précisément dans certaines compositions. En 1985, j'ai commencé à composer des études pour piano européen, très influencé par aussi les pygmées, aussi les bandalindas, de conception rythmique que j'ai compris peu à peu. Au commencement, je n'ai pas compris. Après, quand on s'est rencontrés, Simaron m'a expliqué un peu, on a discuté beaucoup, et moi, j'espère, j'ai entré en profondeur dans ce pensée, et j'ai introduit ça dans ma propre musique, influencée par les disques. Et je suis ici, comme par hasard, avec mon très vieux ami Kurtak, qu'on a étudié ensemble à Budapest, Hongrie. Et on est, je crois, tous les deux et tout le monde ici, ce jour d'écouter la musique bandalinda et Akapygmé, première fois vivant, après longues années de disques, c'est un des plus bels jours de toute ma vie. Grazie Balendro.
זה רץ? טוב, עכשיו אנחנו עושים את התפילות של ברית מילה. מתחילים בברוך אברהם, אחרי זה עדי גזר, ואחרי זה קידן וסלם קידן. מי מתחיל? קייס שמואל, בבקשה. ברוך אברהם נגזיאביה 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 ברוך Les Juifs d'Éthiopie commençaient à arriver en Israël. Il y avait eu la première vague d'Alia de ces Juifs. Et Simcha, il s'est dit, il faut absolument faire quelque chose sur cette musique parce qu'elle va disparaître en Israël. Paradoxalement, c'était en Israël qu'elle risquait de disparaître parce que les Juifs d'Éthiopie, c'était des Juifs pas très catholiques, avec des traditions un peu éloignées du judaïsme normatif. Comme les Juifs d'Éthiopie étaient tous là, et qu'on venait, Simcha et moi, faire du terrain ensemble, bah, j'ai eu des cours particuliers. Pour moi, c'est une période bénie où j'ai eu un maître à moi tout seul. Quand je suis retourné en France, après avoir fait tout ce terrain, etc., pour rédiger ma thèse, bah, j'ai fait mon entrée dans le Saint des Saints, au séminaire de Simcha, à l'époque, c'était au Lacito. J'étais impressionné parce qu'il y avait du monde. Il y avait des gens pour qui Simcha, c'était leur maître déjà. C'est comme, j'imagine ici, dans les yeshivot, il y a le rébé, le maître, et puis c'est tous les petits élèves de yeshiva qui se battent pour mettre la table pour le rabbin ou débarrasser, etc. Donc il y avait une sorte de petite compétition entre les élèves. Quand ils venaient avec moi, ils apprenaient en 15 jours, en 3 mois, ce qu'on n'enseignait jamais dans une fac. C'est-à-dire les situations dans lesquelles tu es, les situations qui se créent à chaque moment et qui sont inattendues, des gens qui ne veulent pas travailler avec toi, le chef qui vient râler, se présenter à un chef de village, entrer en contact avec lui, lui expliquer que la musique de son village c'est la plus belle du monde, et c'est pour ça qu'on est venu. Les 1001 ficelles du métier, quoi. Il veut le petit banc peut-être. Voilà qui s'assied là, et voilà, sur le petit banc. Tiens, je lui enlève ça. Voilà, beaucoup mieux comme ça. Voilà. Voilà. Il y a eu un état de grâce où il y avait, en ethnomusicologie, il y avait un maître à Paris. Ah, encore. Le premier 1, 5, 3 majeur. Encore? Oui. Oui, parce qu'il fait 1, 7, 1, 7 encore, mais il a changé l'accord. 1, 6, 1. 8, 4, 5. 8, 4, 5, 5. 8, 5, 8, 4 et 5, 8, 5, c'est la même chose. Oui, parce qu'ils sont de permutations, de éléments, de degrés, qui sont tous les degrés, et toutes les typologies des accords. On peut être tous les matins ici, la journée. Ah ben, non, encore pour un moment, ça c'est sûr.
ჭალო თხეთლაზე უნდა ჩამოხვიდეს შემდგომში. ხო, და შენ მეორე თვალში. მესამე თვალზე. რა ისე? Disons que ce chant-là, il y a 5 ou 6 manières différentes de le chanter, selon la région, selon l'école, etc. Et chaque fois, ce ne sera pas pareil, mais au fond, c'est le même chant. Oui. Et pourquoi on reconnaît que c'est le même chant? Parce qu'il y a certaines positions qui sont stables, qui ne bougent pas. Donc il faudrait essayer de trouver le modèle, le squelette en fait. Le squelette qui soit commun au-delà de toutes les versions avec les variantes. C'est en fait ça. C'est la matrice. So, my personal composer, his name is Paulo Vallejo, he composed 4 small pieces on which we used only deductions we found by the analysis we presented to you. We tell you immediately that there are 4 examples, 3 of them are wrong. It's supposed to be wrong. Are supposed, according to our deductions. 3 of them are supposed to be wrong. 1 of them is supposed to be right. Now, we will not tell you who is who and which is which. And we ask our Georgian colleagues who have much more experience in the field than we to give their judgment. Those are no songs, those are just harmonic schemes, yes? Yeah. Le degré 3, dans 2 des 3 modes, est absent également, donc il n'est jamais là. Et nous, on l'a mis, tout le monde était content. Bon, alors nous, la musique liturgique, on ne l'a pas étudiée. Et la musique liturgique a une grammaire différente. Mais ils ont écouté ça avec les oreilles liturgiques? Non, ils ont écouté ça comme ça parce que la musique religieuse est plus lente et a un caractère plus harmonique que contrapuntique. D'accord. Alors ils entendaient des accords, tu vois. OK. You have diagnosed the problem. Oui, oui. Shagur, Avarelorera.